ce n'est pas l'idée, c'est ça qui séduirait finalement, au-delà des différences sur toute la planète dans ce personnage Obama, l'idée de l'universalité, de la volonté d'unification de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ce qui caractérise Obama, c'est qu'il est pleinement américain dans la mesure où il est universel. C'est cela l'importance de cette découverte. C'est-à-dire qu'il peut revendiquer son implantation dans la société, dans le passé des États-Unis, puisque précisément, comme tous ses compatriotes, on peut lui trouver des cousins par-ci, des cousins par-là. J'ai simplement été surpris, si vous voulez, dans l'énumération que l'on a faite tout à l'heure, de ne pas trouver de cousins juifs. Non, ça va venir. Ni hispanique. Ni hispanique. Non plus. Alors peut-être qu'il y a là une lacune, et j'attends avec impatience que cette lacune soit comblée. Vous dites qu'elle est déjà comblée en partie, c'est ça? Non, qu'il n'y avait pas d'ancêtre espagnol non plus, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'importance Mais d'ailleurs, il disait avec humour dans la campagne, parce qu'il savait que ça lui manquait ses origines hispaniques, que sa sœur est d'origine indonésienne, mais qu'elle ressemblait à une hispanique. Alors, je crois que c'est un phénomène donc, quand même... hispanique et juif, il lui manque ces deux aspects. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est très américain. Ouais. D'ailleurs, aux États-Unis, on appelle ça la rootsmania, c'est-à-dire la folie des racines. Vous allez sur Internet aujourd'hui... cette folie des racines, alors qu'au contraire, pendant un certain nombre de décennies, vous nous avez dit, on voulait être dans l'alliance, hein, dans la force de l'alliage, mais plus que les racines elles-mêmes. Alors déjà, parce que les Américains peuvent faire cela. Ils ont une histoire, quasiment tous les Américains peuvent dire, eh bien moi, mon ancêtre, il s'appelle, alors s'il est français, il s'appelle Duval, il est parti de La Rochelle en 1750. C'est pas le cas des Amérindiens qui sont les natifs américains, et c'est pas le cas des Africains américains, les Afro-américains qui eux ont dans leur généalogie cette coupure de la déportation d'Afrique en Amérique. Et puis il y a aussi une autre chose. N'oubliez pas que la devise américaine c'est le e pluribus unum, de la pluralité faisons l'unité. Finalement, se retrouver tous dans une même famille, parce qu'il y a un site internet, par exemple, qui vous propose de faire votre arbre généalogique, et il vous dit, eh bien, à partir de cet arbre généalogique, on vous trouve un président qui est votre cousin. Et 100 millions d'Américains pourraient avoir un cousin qui serait parmi les 44 présidents. Et pourquoi ça serait? Parce que on est une même famille, on est des Américains et donc on se retrouve dans cette unité américaine. Donc c'est un phénomène quand même très américain. Cela dit, François, j'ai bien l'impression qu'il y a encore des membres de la majorité blanche aux États-Unis qui cherchent par la généalogie à se rassurer en quelque sorte, qui sont bien blancs. Il y a notamment un club qui s'appelle les Filles de la Révolution américaine, le DAR, Daughters of the American Revolution. Et là, pour être membre, il faut prouver par la généalogie que vous aviez un parent qui était révolutionnaire. Maintenant, ce club qui était très contesté pendant un certain temps à cause de son racisme, maintenant accepte aussi ce qu'ils appellent des patriotes oubliés, c'est-à-dire des Noirs et des Indiens, quelques-uns qu'ils ont pu trouver. Mais je crois encore que la généalogie, pour beaucoup d'Américains, c'est ça, c'est la preuve qu'ils ont un titre de noblesse, c'est-à-dire qu'ils sont bien Américains, plus que les autres qui sont venus dernièrement, dans le cas des méridionaux, dans le cas des Juifs, par exemple, ils sont bien blancs, voilà. André Crespi. Oui, je crois aussi que c'est un phénomène propre à une société d'immigration. Un historien qui aujourd'hui est mort depuis longtemps a défini une loi. Cette loi, c'est que la première génération d'immigrants a pour but de trouver du travail, de devenir américain difficilement, dans la douleur. Et à partir de la troisième génération, c'est-à-dire ce sont des Américains cette fois-ci qui sont nés sur le territoire des États-Unis, il y a eu des intermariages. C'est-à-dire qu'un Italien a épousé une Allemande, un Belge a épousé une Irlandaise, etc. Donc il y a une sorte de mélange. Et on se demande à ce moment-là, mais d'où est-ce que je viens ? Qui suis-je exactement? C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui se fait à partir du moment où l'on sait que l'on a des origines diverses et que l'on constitue un tout au sein de cette société. De là l'intérêt, si vous voulez, pour les racines. Tetzinger, racontez-nous, vous êtes né ailleurs qu'aux États-Unis. Ah oui. Vous arrivez aux États-Unis tout petit, à l'âge de 4 ans. Là, à l'époque, l'idée, c'est pas d'essayer de savoir d'où on vient, parce qu'on le sait, c'est au contraire de se fondre. Même de cacher un petit peu, parce que j'avoue que dès mon arrivée aux États-Unis, au fait, à l'âge de 5 ans, ma mère a cessé de me parler en grec.
Parce que l'Europe, c'était un continent un peu ruiné par des guerres, c'était la honte, tout ça. L'Amérique, c'était l'avenir. Donc, elle voulait que je sois américain comme les autres. Donc, on a changé mon nom. Je m'appelais Papa Christopoulos à mon arrivée. Je m'appelle Stanger à partir de 10 ans. Et je ne parle que l'anglais comme les autres petits Américains. Vous ne parlez pas du tout un mot de grec? Ah non, pas du tout, non. Ouais. J'ai encore un passeport, bien sûr, parce que je suis né là-bas. Mais là, le problème pour moi, c'était que les copains découvrent à l'école que je suis grec de naissance. Eh bien, là, c'est un problème, parce qu'on n'est pas américain comme les autres. Mais ça, c'était l'Amérique des années 50. Je crois que ça a changé maintenant. Et notre ami Ted ne pourra jamais être président des États-Unis. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que pour être président des États-Unis, il faut être né américain sur le sol américain. Sur le sol américain, c'est une règle absolue de la Constitution. Est-ce que vous avez des origines françaises, par exemple? Je ne pense pas, parce que je suis vraiment venu du sud de la Grèce, du Péloponnèse. J'ai plutôt des origines italiennes, parce que les Vénitiens sont passés par là. Ça explique d'autres choses alors. Mais Henri Caspi, ce souhait, cette passion pour les racines, et alors la généalogie, à partir de quand aux États-Unis commence-t-on à s'organiser de façon méthodique, scientifique presque, pour chercher son arbre généalogique? Franchement, je ne peux pas vous répondre parce que moi je ne suis pas un spécialiste de la généalogie. Nous en avons un autour de cette table. Il me semble que la généalogie, ça remonte au 19e siècle, c'est-à-dire c'est à ce moment-là vraisemblablement que l'on a commencé à constituer des sociétés de généalogie. Et aujourd'hui, ça marche très fort. Par exemple, je vais vous donner une illustration de tout cela. Lorsque vous allez aux archives nationales consulter des archives particulièrement importantes sur la participation des États-Unis à la Première Guerre mondiale ou à la Seconde Guerre mondiale, vous avez à côté de vous des tas de gens qui travaillent sur les origines de leur famille ou sur les origines de leurs clients, pour savoir si ces clients ou ces ancêtres ont participé, par exemple, à la guerre de sécession. C'est-à-dire que là, il y a une véritable passion qui se manifeste, et évidemment, cette passion, elle est monnayée par l'intermédiaire des sociétés de généalogie. Alors, on va revenir dans un instant à la fin